Merci Madame la Présidente. Et je peux faire peut-être une liaison avec les films remarquables que nous venons de voir, et notamment le film sur Monsieur Choi, puisque effectivement la Côte d'Ivoire a connu, à travers le conflit, ces divers épisodes politiques, mais aussi des épisodes politiques violents, notamment dans la dernière phase. Finalement, c'est en partie ces nouveaux dilemmes humanitaires que je souhaite évoquer avec vous et dont je souhaite discuter avec vous. Il y a eu effectivement en Côte d'Ivoire un nombre de personnes déplacées important. Il y a eu des massacres de civils dans un certain nombre de quartiers d'Abidjan, et puis dans l'ouest ivoirien, et des difficultés d'accès pour les organisations humanitaires et des difficultés simplement pour leur travail au quotidien. Je crois que ça fait partie, effectivement, même s'ils ont pu être dans l'ensemble surmontés, de cette interrogation. Nous avions une radicalisation du conflit du fait de l'affrontement, des affrontements politiques. Et donc j'ai intitulé effectivement cette communication « Ancien paradigme et nouvelle réponse » avec un point d'interrogation. L'action humanitaire, elle est à la fois connue, on pense la connaître, et en même temps, elle est très méconnue dans les réalités qui sont les siennes sur le terrain. On peut en donner trois caractéristiques de l'action humanitaire contemporaine: son adaptabilité, son caractère évolutif et ce que j'appelle un système de l'aide à l'échelle mondiale qui n'est pas toujours très apparent vu de l'extérieur, qui n'a pas de quartier général, mais qui existe. Et ce système de l'aide, c'est un système complexe qui voit dans les crises se déployer toute une série d'acteurs. Les acteurs que j'appelle non gouvernementaux, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales, les ONG, puis l'ensemble des acteurs du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Comité international Croix-Rouge, CICR, Société nationale, Fédération des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, et puis les acteurs qu'on peut qualifier de publics, à commencer par les agences des Nations Unies, soit spécifiquement dédiés à des problématiques humanitaires, comme le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, soit qui sont de plus en plus impliqués, comme l'UNICEF, qui est un acteur humanitaire de première ampleur, soit à des degrés moindres, comme par exemple le Programme des Nations Unies pour le développement, et puis un acteur qui est totalement dédié à l'aide humanitaire du côté des Nations Unies, qui est le Programme alimentaire mondial. Ce système de l'aide donc, se déploie, se met en place. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours eu des difficultés. Il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des difficultés d'accès, il y a toujours eu des remises en cause. Ronnie Broman, qui ne peut pas être là ce matin, nous en avons souvent parlé, il se serait aussi certainement exprimé là-dessus. Donc ça n'est pas nouveau en tant que tel. Toujours eu des problèmes depuis les origines de l'aide humanitaire au milieu du XIXe siècle. Ça n'a jamais été facile, mais on peut dire que durant à peu près 2 décennies, à la fin du XXe siècle, dans les années 80 et 90, ça a été un peu moins difficile. Et il y avait un peu plus de consensus de la part des différents protagonistes dans les conflits armés, puisque ce sont des conflits armés dont nous parlons ici, pour laisser travailler, laisser accéder aux populations en souffrance, laisser accéder aux populations vulnérables,
les acteurs humanitaires. Or, ce qu'on constate depuis une dizaine d'années, et surtout de façon beaucoup plus renforcée depuis à peu près 5 ans, c'est qu'aujourd'hui, dans les contextes d'affrontements radicalisés à forts enjeux politico-idéologiques, religieux et ethniques, l'accès, l'impartialité des acteurs humanitaires, la présence même de ces tiers humanitaires sur les terrains de crise sont de plus en plus remis en cause par les acteurs politico-militaires locaux, étatiques ou non, mais pas seulement d'ailleurs par les acteurs politico-militaires locaux, mais aussi par des acteurs économiques, par des groupes religieux. Donc cette remise en cause pose une série de questions. Elle conduit à ce qu'on appelle dans notre jargon, avec les guillemets de rigueur, la négation d'un espace humanitaire autonome. Pour qu'une organisation humanitaire, quelle qu'elle soit, puisse travailler, il faut qu'elle puisse disposer d'un minimum d'autonomie, à la fois dans son déploiement sur le terrain, et puis d'un minimum d'autonomie dans les choix qu'elle fait. Et puis, il faut qu'elle puisse travailler dans le respect de ce qu'on appelle les principes humanitaires, et dans un cadre plus large qui est déterminé par des normes internationales, particulièrement le droit international humanitaire. Alors, si ce concept d'espace humanitaire a été critiqué, néanmoins, la référence semble assez claire. Aujourd'hui, la réalité des difficultés que rencontrent les agences humanitaires n'est pas niable. Nous parlerons cet après-midi de la Syrie, donc je ne vais pas m'étendre longuement sur cet exemple, mais nous avons eu ces dernières années, en 2009, le nord-est du Sri Lanka, lors de la fin du conflit entre le LTTE, les Tigres, Libération des Lames Tamouls, et le gouvernement de Colombo, où, pendant 3 mois, les combats se sont localisés sur une zone où une population de plusieurs dizaines de milliers, même de plusieurs centaines de milliers de personnes, s'est à la fois trouvée bloquée et prise entre, je dirais, les tirs croisés des deux parties, mais aussi retenue par le LTTE, les Tigres tamouls, comme bouclier humain, et même si elle n'était pas ciblée notamment directement par les forces armées sri-lankaises, celles-ci n'ont pas respecté la distinction classique entre civils et combattants et n'ont pas laissé, notamment à diverses reprises, les populations pouvoir s'enfuir. Et dernière chose sur ce nord-est du Sri Lanka, il n'y a eu aucune possibilité pratiquement d'accès pour les organisations humanitaires dans cette zone pour apporter un minimum d'assistance aux populations. Le gouvernement sri-lankais, maintenant un blocus très étanche, aussi bien terrestre que maritime. Nous avons les régions tribales pakistanaises, frontalières de l'Afghanistan, où depuis 3 ans, un conflit oppose le gouvernement central d'Islamabad à un certain nombre de groupes, ce qu'on appelle les talibans pakistanais, et de la même manière, les difficultés d'accès sont considérables. Nous avons le nord du Mali, de mars 2012 à février 2013, avec d'ailleurs quelques nuances sur lesquelles que je donnerai tout à l'heure. Nous avons donc des parties du territoire syrien contrôlées par les groupes rebelles, et puis nous avons aussi les zones contrôlées par les forces gouvernementales. Alors, face à ces obstacles, qui, encore une fois, pour certains, ne sont pas neufs, les agences humanitaires avaient coutume de se référer à ce que j'appelle un quadruple paradigme, qui a structuré leur réponse opérationnelle face à des difficultés
d'accès depuis une quinzaine d'années. Ce quadruple paradigme, il se décline de la manière suivante. Tout d'abord, une négociation sans exclusive avec tous les groupes et forces en présence, non seulement militaires, mais également politiques, sociétaux, claniques, économiques. On négocie avec tout le monde. Exemple, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est revenu en Afghanistan ces dernières années après toute une série d'épisodes l'ayant conduit à partir, est présent aussi bien du côté gouvernemental soutenu par la coalition internationale que du côté taliban. Médecins sans frontières, de la même manière. Pourtant, une attaque a eu lieu il y a quelques jours contre un bureau du Comité international de la Croix-Rouge dans une zone plus ou moins contrôlée par les talibans. Deuxième élément de ce paradigme, la création de liens avec les organisations et leaders communautaires, à partir de l'idée que si on explique aux populations, si on explique à leurs leaders, si on s'insère au maximum dans les populations, d'une part, on fait comprendre en quoi consiste l'aide, on répond aussi à des interrogations de la part des gens sur place qui se disent « mais finalement, est-ce que ça correspond à ce dont j'ai besoin ?» Et puis, on garantit mieux la sécurité des personnels et des installations. Donc, cette création de liens sous toutes sortes de formes avec des organisations et des leaders communautaires a été un élément très important ces dernières années. Le troisième élément du paradigme classique, c'était, et c'est toujours, une systématisation des politiques de nationalisation des personnels. De plus en plus de personnel national, personnel dans des pays concernés, et ce qu'on appelle une sélectivité dans le choix des nationalités. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent aussi ici que parmi les personnels internationaux des organisations militaires aujourd'hui de par le monde, il y a une nationalité qui est la moins représentée de toutes. C'est la nationalité américaine. Il y a très peu d'Américains, sauf pour des ONG américaines, et encore qui sont employés sur le terrain, et pas seulement dans les pays à majorité musulmane. Donc, il y a aujourd'hui, dans toute la zone sahélienne, quasiment plus de personnel international européen. Non seulement français, mais quasiment pas de personnel européen, à peu près, disons, du Mali jusqu'au Tchad. Il y a des personnels asiatiques, latino-américains et d'abord africains, par exemple, en tout cas jusqu'à la récente intervention de l'opération Serval, des personnels internationaux tchadiens présents au Mali, ou des personnels congolais, des personnels kenyans, sud-africains ou autres. Donc une systématisation de ces politiques de nationalisation des personnels. Et puis un refus de principe, mais avec quelques exceptions tout de même, qui sont d'ailleurs relativement nombreuses, mais néanmoins un refus de principe de la protection armée. Un refus de principe de la protection armée, aussi bien par des forces armées nationales, que par des corps expéditionnaires déployés sur le terrain, que par des forces des Nations Unies, et a fortiori par des gardes de sécurité privés. Or, force est de constater aujourd'hui que ce paradigme s'épuise et qu'il ne répond plus aux défis qui se présentent sur le terrain et aux questionnements que nous connaissons sur le terrain. Donc, les organisations humanitaires tentent d'élaborer, afin de pouvoir continuer leur travail, une série de réponses, mais surtout, elles sont confrontées à des dilemmes et à des interrogations que je souhaiterais partager avec vous. Le premier de ces dilemmes, il est lié justement à cette question de la nationalité.
Est-ce qu'il faut recourir dorénavant uniquement à des personnels nationaux et plus aucun personnel international, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son origine? Le Comité international de la Croix-Rouge se pose très sérieusement la question à la suite d'un drame qu'il a connu il y a quelques mois, où au Pakistan, un de ses employés, qui était pakistanais d'origine, de nationalité britannique, c'est un Britannique de nationalité pakistanaise, mais d'origine pakistanaise, musulman, a été enlevé et malheureusement décapité à la suite donc de cet enlèvement. Faut-il donc ne recourir qu'à du personnel national, avec une double conséquence que nous ne sommes pas à même de maîtriser? La première de ces conséquences, c'est le transfert du risque de sécurité du personnel international sur le personnel national. Or, ça ne change pas l'appréhension de la question de la sécurité, et ça ne change pas la problématique de la sécurité pour ceux qui veulent, par exemple, prendre des otages, pour des groupes notamment crapuleux ou mafieux qui cherchent à se financer à travers des rançons. Et puis une perte du contrôle des programmes et le renoncement à toute évaluation des programmes et le renoncement également à l'évaluation du respect des principes par exemple, en distribution d'aide alimentaire, de non-discrimination, en soins de santé également, puisqu'il est impossible de les faire analyser par des tiers extérieurs. Cette problématique s'est posée toutes ces dernières années, particulièrement en Somalie. La troisième interrogation, ou la troisième réponse, mais qui suscite des interrogations, c'est la généralisation du recours à des organisations dites partenaires locales, mais sans véritable choix et avec des risques identiques à ceux que je viens d'évoquer, avec en outre des surcoûts financiers qui peuvent être importants et une difficulté à déterminer quel type de partenaire et la qualité de ces partenaires. Le terme de partenariat est un terme très fréquent dans le langage de l'aide et il n'est pas question évidemment de le remettre en cause. Il y a toujours eu des partenaires, disons, peu fiables ou des partenaires imposés notamment par des groupes armés. Mais là, on est au-delà de cela. Pour revenir à l'exemple du Mali, la crise malienne a notamment montré qu'un certain nombre d'ONG partenaires maliennes, partenaires d'ONG internationales, aussi bien dans le développement que dans l'aide humanitaire, étaient, disons, plutôt des organisations de façade, qui ne correspondaient pas véritablement à des organisations émanant de la société civile et qui étaient plus des sortes de mini-bureaucraties créées par une série d'acteurs, mais sans véritable implantation dans la société malienne. Et donc, la généralisation du travail avec les organisations partenaires, a fortiori en outre quand elle est imposée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, c'est l'organisation ou c'est telle organisation avec laquelle il faut travailler, présente toute une série de difficultés. La réponse suivante, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le pilotage à distance ou remote control, c'est-à-dire on pilote à distance les programmes avec des équipes qui sont installées hors de la zone ou du pays concerné et sans aucune présence directe sur le terrain. C'est ce qui s'est aussi beaucoup passé en Somalie, c'est ce qui s'est passé en partie au nord Mali, ce qui se passe en partie dans certaines zones de la Syrie aujourd'hui. Or, le remote control, il cumule tous les risques précédents. On l'emploie par exemple pour les Somalis, on travaille depuis Nairobi.
Il cumule tous les risques précédents avec un effet supplémentaire, ce que j'appelle le risque de l'effet drone. Vous savez ce que sont les drones, ces avions sans pilote. Les drones, il y a un double effet drone. Le premier, c'est que le drone, il est piloté à distance, derrière un écran d'ordinateur, par un pilote, par un technicien. Et donc, le risque pour les problèmes humanitaires de l'effet drone n'est pas négligeable. J'assure un certain nombre de formations. Je vois maintenant arriver des étudiants qui viennent m'expliquer qu'ils veulent travailler dans l'aide humanitaire ou dans l'aide au développement, mais qu'ils veulent le faire à partir de l'Europe, que de toute façon, il n'y a plus besoin d'aller sur place, et qu'ils le feront derrière un ordinateur, puisque d'abord, l'essentiel de leur travail va être de faire des statistiques, des évaluations, des rapports, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier risque de l'effet drone. Le second risque de l'effet drone, c'est un effet technique. Je pense que si nous nous retrouvons ici dans une dizaine d'années pour une suite de ce colloque, nous aurons probablement des drones employés par des drones civils employés par des organisations humanitaires, pilotés aussi à distance. Et donc tout ça fait que l'accès aux populations, non seulement il est déjà difficile, mais en plus il n'aura plus lieu du tout, puisqu'on travaillera à distance. Et on pourra même utiliser, pourquoi pas, des camions autopilotés qui amèneront de l'aide. Et puis, on peut faire aujourd'hui de la télémédecine à distance. On peut, je parle sous le contrôle de tous ceux ici qui sont impliqués dans les questions de santé. Moi, je ne suis pas médecin, mais on peut faire de la télémédecine à distance. On peut faire tout cela aujourd'hui à distance, et donc c'est à la fois une réponse, mais ça peut être effectivement une facilité. Et puis l'acceptation pour demeurer sur le terrain ou être admis d'exigences imposées par les acteurs locaux politico-militaires et qui entrent en collision avec les principes humanitaires et les normes fonctionnelles des organisations, c'est-à-dire l'acceptation de discrimination ethnique, l'acceptation de discrimination de genre, la non-application de certaines pratiques ou techniques médicales comme les vaccinations, par exemple, et puis les soins à fournir suite à l'application de dispositifs pénaux du type charia. Les organisations humanitaires présentes au Nord Mali ces derniers mois ont été confrontées, par exemple Médecins sans frontières, même si les cas n'ont pas été fréquents. Il y a un cas absolument répertorié, et puis peut-être 2 ou 3 autres qui ne sont pas clairement documentés, le soin apporté à quelqu'un qui a été, qui on a appliqué la charia, on lui a coupé, on l'a amputé, et donc ensuite ceux qui ont procédé à cette amputation l'ont emmené à l'hôpital de Médecins sans frontières pour faire soigner. Donc les médecins évidemment ne vont pas refuser les soins à apporter à un blessé, mais qu'est-ce que ça implique en termes d'acceptation? Qu'est-ce que ça implique en termes de travail sur le terrain si on est confronté à une généralisation de ce type de pratique? Qu'est-ce que ça implique aussi en termes de discrimination de genre, de ne pas, par exemple, donner des soins à des femmes, même pour des personnels féminins, même si ce sont des personnels féminins. Et puis, autre interrogation et autre dilemme, si la mise en place, pour des motifs de responsabilité juridique d'employeur et assurantielle, de mesures de protection de type paramilitaire, voire clairement militarisées. Nous avons connu ces derniers mois, à Misrata en Libye, lors du conflit ayant conduit à la chute du régime Kadhafi, des personnels humanitaires contraints de porter des gilets pare-balles et se déplaçant dans des véhicules blindés et protégés. Nous avons aussi l'interrogation donc, sur le recours soit à des protections armées, pas tellement, ça sera de façon générale refusé par les agences humanitaires, la protection par des forces armées, voire par des forces des Nations Unies. Mais par contre, par des sociétés militaires privées, des sociétés de sécurité, qui font des offres de services
très fréquentes d'ailleurs ces temps-ci. Or, il faut savoir que dans un pays comme la France, mais c'est à peu près général, nous avons des responsabilités d'employeur. Aujourd'hui, un employeur, c'est ce qu'on appelle en France l'application de la jurisprudence Karachi à la suite de l'attentat qui avait visé des personnels d'un établissement public d'État à Karachi il y a quelques années, donc qui venaient pour construction d'un sous-marin dans le cadre d'un contrat entre le gouvernement français et le gouvernement pakistanais. L'application de la jurisprudence Karachi donne à l'employeur de personnes humanitaires, qu'ils soient internationaux ou nationaux, ce qu'on appelle dans le jargon juridique une obligation de sécurité de résultat. Et donc les responsabilités des dirigeants des nations militaires sont très lourdes. Et le fait, par exemple, de ne pas protéger ces personnels éventuellement par des gardes armés peut être considéré comme une faute de l'employeur, avec les conséquences que vous pouvez bien sûr imaginer sur le terrain de médecins opérant sous la protection de gardes de sécurité armés et l'acceptabilité par les populations et le regard que portent les populations. Deux derniers points pour ne pas être trop long. Il y a le renoncement aussi auquel on peut être conduit finalement aux normes du droit international humanitaire, parce que le droit international humanitaire, bien que les traités de droit international humanitaire sont parmi les traités internationaux qui sont les plus signés et ratifiés par les États, mais nous sommes aujourd'hui en présence pour l'essentiel de conflits armés dits non internationaux, c'est-à-dire de guerres civiles, de guerres de milices, et un certain nombre d'acteurs contestent les normes de droit international humanitaire pour des raisons politiques, idéologiques, religieuses, ou tout simplement parce qu'ils ont décidé de les ignorer. Faut-il néanmoins être présent sur le terrain, et faut-il donc l'être en renonçant au droit international humanitaire? Et puis le dernier point, des dilemmes et des interrogations que nous affrontons, je dirais, après tout ça, faut-il y aller en quelque sorte? Donc c'est le choix du retrait ou de la non-intervention avec ce que ça signifie, c'est-à-dire aussi l'abandon ou la non-assistance à des populations en danger. Donc ces questionnements, ces changements de contexte dus à la nature des conflits armés aujourd'hui vont imposer à marche forcée. Je n'ai pas de réponse à apporter à ce stade, vous l'avez compris. Il y a des réponses, des éléments de réponse, des balbutiements de réponse. Elles seront trouvées, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveau paradigme qui, en quelque sorte, prendrait place et remplacerait le précédent ou traduira des évolutions du précédent. Et en tout cas, il y aura une nécessité de transformation des procédures et dynamiques d'intervention. Le rééquilibrage planétaire à travers aussi la montée en puissance des pays émergents, basculement de l'axe du monde y contribue, mais la tendance à ce que j'appelle la planétarisation des organisations, la tendance à la transnationalisation en porte déjà la marque, mais ça n'est pas effectivement en soi la réponse unique, de même que la traditionnelle projection humanitaire du nord vers le sud, ce n'est déjà plus qu'un mode opératoire parmi d'autres. Il y en a aujourd'hui beaucoup d'autres, mais on n'a pas encore trouvé, effectivement, les modes opératoires de nature à répondre à ces difficultés. Je n'ai pas cité non plus la RCA et la Centrafrique en ce moment, avec toutes les zones, tout ce qui se passe au-delà de Bangui, où le contrôle du nouveau pouvoir est très incertain, où les éléments de la LRA nomadisent aussi, et où les populations actuellement sont totalement privées, alors qu'un certain nombre d'entre elles en ont une nécessité absolue pour leur survie, de contact avec les agences humanitaires, quelles qu'elles soient, parce que, tout simplement, ce contexte de conflit armé ne permet pas cet accès. Alors nous avons aussi d'autres types de réponses à travers
le fait que les sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, des nations émergentes et du Sud, deviennent aujourd'hui des agences leaders, et ce serait elles qui, en quelque sorte, deviendraient les principaux protagonistes, les agences humanitaires, par exemple occidentales, venant en appui, mais ça non plus n'est pas la seule ou la réponse unique. Et donc si, je dirais sur un plan plus éthique et philosophique, une autre priorité doit être donnée à un retour aux fondamentaux, c'est-à-dire à un humanitaire de préférence non gouvernemental, impartial, neutre, indépendant, subsidiaire, responsable au service des populations. Ces dilemmes concernent l'ensemble des agences humanitaires, quelle que soit leur origine. Et c'est l'ensemble, effectivement, d'entre elles qui sont interpellées. Ils vont devoir être tranchés et probablement rapidement, sinon on court le risque, effectivement, d'un abandon des populations ou d'un sous-dimensionnement de l'aide. Nous en parlerons cet après-midi, je pense, à propos de la Syrie, où très clairement, la réponse des agences humanitaires n'est pas à la hauteur de ce qui se passe aussi bien dans les pays voisins avec les réfugiés que sur le terrain. Et cela imposera donc des choix à faire. Et ces choix, je crains qu'ils ne s'avèrent douloureux pour un certain nombre d'entre eux et que, dans un certain nombre de cas, ils se traduisent alors que les populations concernées sont souvent de plus en plus nombreuses et que les besoins, malheureusement, en matière d'aide humanitaire ne décroissent pas ces dernières années, je crains que ces choix ne conduisent, sinon à un abandon de population, en tout cas à une baisse très nette de la qualité de l'aide humanitaire, de l'exigence de qualité, qui est une exigence aussi très importante, une baisse de la qualité de l'aide humanitaire, parce qu'on n'aura pas été en mesure de répondre à ces nouveaux dilemmes. Je vous remercie.